Bonsoir, et je voudrais commencer par vous dire que je suis très heureux et très fier d'être ici, que je subis pas mal de pression au sein de l'université française et pas seulement au sein de l'université pour ne pas me produire, entre guillemets, dans ce genre de manifestation face à des musulmans, mais que je considère que les musulmans sont des citoyens comme les autres. Et peut-être en cette période difficile pour eux, des citoyens plus que les autres. Alors, je voudrais, puisque le titre de mon intervention est en fait le même titre que celui de mon livre, essayer de ne pas seulement répéter ce qu'il y a dans mon livre, et puisque nous sommes à Lille, parler de l'Europe, puisqu'effectivement Lille, c'est une ville qui est au croisement des logiques européennes, au croisement assez proche du monde germanophone, aussi au croisement très proche de la Belgique, très proche du Royaume-Uni, donc du monde anglophone, et qui se trouve néanmoins être en France. Donc Lille, on peut dire que c'est une ville vraiment européenne, et je crois que le problème que j'appelle le problème du mythe de l'islamisation, c'est devenu un problème européen qui n'est plus seulement un problème franco-français. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. D'abord, sur la définition même de l'islamisation. Qu'est-ce que c'est que l'islamisation? Quel est ce mot d'islamisation? C'est un mot qui se développe dans le débat public aux alentours des années 2000, et je dirais même, et on verra ensuite pourquoi, à partir de 2003. Il s'est passé un certain nombre de choses de façon concomitante en 2003. Islamisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a deux volets. Il y a deux volets dans la définition de ce mot d'islamisation qui est devenu une sorte d'insulte. Il y a un volet quantitatif et un volet qualitatif. Le volet quantitatif, c'est celui qui suppose, et qui suppose de façon effrayante pour celui qui en parle, qu'il y aurait un accroissement presque exponentiel du nombre de musulmans en Europe en général, en France en particulier. Il y aurait un accroissement absolument exponentiel, et on se le représente comme une sorte de marée, une sorte de montée absolument irréversible. C'est ça l'aspect quantitatif. Et puis il y a l'autre aspect qui est l'aspect qualitatif. C'est-à-dire que l'on suppose que non seulement il y aurait un accroissement du nombre de musulmans, c'est-à-dire qu'il y en aurait de plus en plus, un petit peu partout en Europe, mais qu'en plus ils le font exprès. C'est ça l'aspect qualitatif, c'est-à-dire on suppose que les musulmans ont une intention particulière. Et on retrouve ça dans le vocabulaire à partir du début des années 2000, avec l'idée de, par exemple, lorsque des musulmans prient dans la rue parce que la mosquée est trop petite pour les accueillir, on va dire ils occupent le territoire. Donc on va employer un vocabulaire militaire et un vocabulaire qui suppose une intentionnalité. On va employer aussi d'autres mots, par exemple. Vous aurez un mot qui a été utilisé par une démographe française dans un article publié dans Le Monde, où elle dit les musulmans sont concentrés dans certaines parties du pays. Ils sont concentrés déjà dans les villes, et dans les villes, ils sont concentrés dans certains endroits. Effectivement, pour des raisons socio-économiques et historiques, plus dans ce qu'on appelle pudiquement les quartiers populaires, et parfois les cités. Et elle dit, cette démographe, s'ils sont concentrés dans ces lieux, c'est en réalité pour accroître leur capacité de mobilisation. C'est ce qu'elle écrit dans Le Monde. Ça veut dire que ce qui est en réalité une faiblesse, c'est-à-dire d'être dans des quartiers plutôt pauvres, va être considéré comme une force. Mobilisation, c'est encore un mot militaire pour dire ils sont là, mais ils sont là parce qu'ils le veulent bien,
Ils sont à la périphérie, mais ils sont à la périphérie parce qu'ils se préparent à attaquer le centre. Donc il y a ce vocabulaire militaire, occupation, mobilisation, et j'allais dire, même lorsqu'on emploie aujourd'hui communautarisme, à partir du début des années 2000, ce mot de communautarisme est devenu synonyme d'attaque des musulmans, une sorte d'agressivité des musulmans, le fait qu'ils se sont en communauté. On a même des textes, j'ai même retrouvé des textes où on parle des mosquées comme étant des casernes, des musulmans qui se préparent à attaquer. Alors, je ne veux pas entrer dans le détail de cette nouvelle représentation qui n'était pas la représentation que l'on avait dans les années 80-90. Dans les années 80-90, il pouvait y avoir un rejet de l'islam, un rejet des musulmans, mais c'était mêlé au rejet de l'immigré, au rejet même des adeptes des sectes étranges. Et au milieu de tout ça, il y avait effectivement le rejet du noir, de l'arabe, de l'immigré et du musulman. Mais c'était multiple. À partir des années 2000, c'est différent. À partir des années 2000, la focale médiatique et la focale politique se concentrent entièrement sur le musulman, quasiment entièrement sur le musulman, et dans cette optique d'une intentionnalité, ce qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait avoir peur, on pouvait rejeter les musulmans, on avait peur parce qu'il y a du terrorisme, parce qu'il y a un certain nombre de choses, on pouvait rejeter. Mais il n'y avait pas l'idée d'une intention. Lorsque vous avez le dernier sondage qui avait été demandé par le Cevipof et le journal Le Monde, un sondage qui date de 3 semaines, je crois, 3 ou 4 semaines, qui montre très clairement que non seulement l'écrasante majorité des Français considèrent que, quand je dis écrasante, c'est au minimum 70%, je ne me souviens plus du détail du sondage, mais c'est entre 70 et je ne sais combien. Donc l'écrasante majorité des Français considèrent que les musulmans sont non seulement mal intégrés, premièrement, mais que deuxièmement, c'est intentionnel, c'est-à-dire qu'ils le font exprès, mais ça va encore plus loin, puisqu'ils pensent dans leur écrasante majorité que leur objectif, c'est d'imposer, je cite les termes du sondage, leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire leur culture. Et on voit bien que là, on est dans une structure qui n'est plus une structure phobique. On n'a pas peur seulement, mais une structure que j'appelle, moi, paranoïde. Parce que le paranoïaque, il suppose qu'il y a une intention maligne à son égard. Je vais vous donner un exemple de ce symptôme. Il y a une excellente association que vous devez connaître qui s'appelle le CCIF, le Comité contre l'islamophobie en France, qui avait fait une campagne récente, qui a fait une campagne assez récente pour lutter contre l'islamophobie. Mais en fond, cette campagne, elle était fondée sur l'idée que nous sommes dans une situation de phobie, de rejet phobique vis-à-vis du musulman. Et dans ce sens-là, si ça avait été le cas, cette campagne était très bien faite. Mais cette campagne a échoué, du moins elle a échoué à se diffuser, à permettre une diffusion dans le grand public, en dehors du milieu des musulmans. Parce que ce qu'il fallait toucher, bien sûr, c'était en dehors des musulmans, puisque ceux qui rejettent les musulmans, a priori, ne sont pas musulmans. Donc c'était cela qu'il fallait toucher. Mais il y a eu une sorte de rejet. Pourquoi ? Parce qu'une des images, en particulier une des images qui avait été diffusée, c'était une image du serment du jeu de paume, qui est une image historique dans l'inconscient collectif français et qui est au fondement même de l'idée de république, de la nation. Et au-dessus, ils avaient écrit « Nous sommes la nation » et sur certaines affiches « Nous sommes aussi la nation ». Et cela, ça aurait été très positif du point de vue d'un combat contre la phobie, de dire « Regardez, vous croyez que nous sommes mal intégrés, mais en fait, nous voulons être la nation, nous voulons faire partie de la nation, nous voulons être comme vous, nous sommes à égalité, nous voulons participer. » Donc c'était un message positif. Et l'image représentait des individus qui avaient une esthétique qui pouvait donner à penser qu'ils sont musulmans, d'autres une esthétique qui pouvait donner à penser qu'ils étaient juifs, d'autres qui n'étaient ni l'un ni l'autre. Enfin, c'était une apologie de la diversité, de la participation. Mais immédiatement,
cette campagne a provoqué l'ire médiatique, une sorte d'opposition, presque une sorte de choc. Hein. Et on peut se demander pourquoi. Pour une raison. Pour une raison. C'est que, au lieu d'interpréter « nous voulons faire partie de la nation », ce que ça voulait dire, « nous voulons être comme vous, nous voulons cela », ce qui a été interprété, c'est dans « nous sommes la nation », quoi ? Ils veulent nous prendre aussi la nation. C'est ça qui a été interprété. C'est-à-dire que dans l'optique paranoïaque, quand on suppose une intention maligne, on suppose que chaque fois, chaque parole est une tentative pour prendre le territoire, pour s'approprier la culture, pour la remplacer. Donc le « nous aussi, nous sommes la nation », ça a voulu dire, sur cette scène paranoïaque qui s'est construite depuis les années 2000, « Ah, les musulmans veulent carrément nous prendre la nation ». Ils exagèrent quand même. Alors maintenant, l'autre question fondamentale qui se pose, c'est comment a-t-on pu en arriver là? Parce qu'il faut faire un bon diagnostic pour pouvoir opposer une bonne thérapie. Si on n'a pas un bon diagnostic, on n'aura pas une bonne thérapie. On ne trouvera pas la bonne médecine à cette situation. Et cette situation, au fond, ne regarde pas seulement les musulmans. Elle regarde l'ensemble du peuple français et même l'ensemble des peuples européens aujourd'hui qui sont pris littéralement dans cette espèce de théâtre paranoïaque. Parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a plusieurs périodes dans la représentation qu'ont eu les Occidentaux européens, français et d'autres vis-à-vis de l'islam. Dans les années au XIXe siècle, il y avait une représentation poétique, exotique, assez positive, qui a donné naissance à ce qu'on appelait l'orientalisme. Quand on parlait d'Orient au XIXe siècle, on pouvait mélanger dans la même fascination les tapis volants du Moyen-Orient, donc du Moyen-Orient musulman, avec les moines tibétains en lévitation. C'est-à-dire qu'il y avait la même fascination. À partir du XXe siècle, quand on parlait d'Orient, on ne parlait plus que d'Extrême-Orient, et par contre, l'Orient musulman a commencé à devenir plus négatif, mais pas encore de la peur. C'est devenu la religion des individus que nous connaissions parce qu'ils sont venus, ils ont été en quelque sorte, on pourrait dire, entre guillemets, importés, en particulier en France, sur le territoire national, bien pour travailler, pour être des travailleurs. Et parfois, des travailleurs qui étaient illettrés. Du coup, il y a eu une image de plus en plus péjorative vis-à-vis de l'islam. C'est-à-dire, on passe à une phase de condescendance, mais pas de peur. À partir des années 80, on est dans une image qui commence à être apeurée. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'événements, à la fois internationaux et à la fois internes, qui produisent cette peur. À l'international, il y a en 1979 la révolution islamique d'Iran, où pour la première fois, on voit à la télévision une image de l'islam avec des foules, il faut bien le dire, un peu hystériques et hurlantes et assez violentes. Et puis, progressivement, on va avoir le développement d'un terrorisme qui se revendique de l'islam. Et en même temps, en interne, on va avoir la nouvelle génération de musulmans qui sont entièrement citoyens français parce qu'ils sont nés sur le territoire de la République, et en même temps des gens qui se refusent à accepter la situation de soumission qu'ont pu connaître leurs parents. Et parmi les nouveaux signes de l'identité qu'ils revendiquent, qu'ils veulent assumer, il y a aussi l'islam. Et donc on mélange tous ces phénomènes, en interne, en externe, à l'international, et on construit progressivement cette peur des musulmans, mais qui est une simple peur dans l'immédiat, qui n'est pas encore paranoïaque. Mais que s'est-il passé dans les années 2000? Parce que dans les années 80, il y a aussi une situation qui est extrêmement problématique du point de vue de ce que sont les Européens et de ce que sont les Français en particulier. C'est la période de ce qu'on appelle
c'est la période douloureuse de la sortie des 30 glorieuses, c'est-à-dire une période de prospérité économique relative. Dans les années 80, on est dans une crise qui devient de plus en plus forte et qui touche les classes moyennes, même parmi les plus éduquées, les plus instruites des populations européennes et françaises en particulier. Du coup, le musulman est désigné comme celui qui prend les emplois, celui qui en plus est dangereux, on l'a dit, à cause des événements internationaux. Et en interne, en plus, qui manifeste, parce qu'on va se représenter une image des immigrés arabes, musulmans, avec une sorte de continuum, on pourrait dire de continuum de la peur et du rejet. Mais dans les années 2000, il y a autre chose qui se passe. L'Europe ne subit plus seulement une crise, et c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention. L'Europe ne subit plus seulement une crise économique et sociale, plus seulement, comme c'était le cas en France en 80-90, une crise de la laïcité à la française. C'est plus ça, c'est faux de dire que c'est une crise de la laïcité, une crise du moteur d'intégration, c'est pas ça. C'est une crise symbolique profonde. C'est une crise, effectivement, d'identité. Qu'est-ce que c'est qu'une crise d'identité? Une crise d'identité, c'est lorsqu'on a peur de ne plus être identique à ce qu'on a été. C'est ça l'identité, ce n'est rien d'autre que cela. Lorsque j'ai peur de ne pas être identique à ce que j'ai été. Pourquoi l'Europe est dans cette crise et pourquoi cette crise fait si mal et pourquoi est-ce qu'elle est liée à cette obsession de l'islamisation? C'est ça que je veux vraiment essayer de vous expliquer. Je crois que dans un premier temps, il faut réaliser, puisque c'est une crise d'identité, c'est-à-dire c'est la peur de ne plus être ce qu'on a été, il faut réaliser ce qu'a été l'Europe, ce qu'elle a vraiment été. L'Europe, ce n'est pas un empire, n'a pas été seulement un empire qui aurait conquis d'autres empires. L'Europe, c'est une singularité historique. Si on n'a pas ça en tête, on ne comprend absolument rien à ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Europe. Rien du tout. L'Europe, c'est une singularité historique, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. L'Europe a été le monde en son entier. En son entier. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, lorsque vous évoquez ce conflit européen qui a eu lieu entre 1914 et 1918, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas guerre européenne, on dit guerre mondiale, première guerre mondiale. Après, on va dire deuxième guerre mondiale. Ça se passerait aujourd'hui, on dirait c'est une guerre européenne avec des alliés qui sont à l'extérieur, ce qui était le cas, mais c'est une guerre européenne. Quand il y a eu un conflit irakien, en Irak, il y a bien eu une extension mondiale, mais on a dit c'est un conflit local. Non. Là, on parle de guerre mondiale, parce que l'Europe, c'était le monde. Lorsque, aujourd'hui encore, un Chinois veut faire de la musique, lorsqu'il veut étudier la musique, éventuellement, il va peut-être s'amuser à étudier la musique de l'opéra de Pékin ou toute une série de choses, mais plus tard, lorsque vraiment il va être sérieux, qu'il va faire de la musique classique, il va faire de la musique européenne. Il va étudier Beethoven, ou pour faire plus français, il va étudier Berlioz. Un homme d'affaires japonais ou un homme d'affaires congolais, peut-être que pendant le week-end, l'un va mettre un kimono et l'autre je ne sais quel habit local, éventuellement, mais pendant la semaine, eh bien, ils s'habilleront tous les deux en costume cravate. Pourquoi? Parce qu'ils s'habilleront à l'européenne, parce que la culture européenne est devenue la culture du monde. Donc il faut réaliser ce qu'a été l'Europe pour comprendre ce qu'est en train de subir l'Europe. Et ça s'est passé en plusieurs phases. L'Europe a perdu sa prééminence économique et militaire, justement durant le premier et le deuxième conflit mondial, au profit des États-Unis d'Amérique, au point même que sa reconstruction à travers le plan Marshall a été financée, humiliation ultime, a été financée par les États-Unis d'Amérique. Mais elle a réussi pendant cette période, entre le milieu du XXe siècle, la fin du second conflit mondial, et le début des années 2000, elle a réussi à continuer à garder sa place symbolique,
elle a continué à être une sorte de symbole, à donner des leçons de morale humanitaire, par exemple, à l'échelle planétaire. L'Europe est devenue ce que j'appelle, moi, le psychanalyste global pendant cette période. Psychanalyste du monde, de la planète. D'un côté, on avait le paternalisme américain. D'un autre côté, un tiers-monde infantilisé. Et au milieu, l'Europe, qui étendait sur le divan en donnant une sorte de leçon de morale à la fois aux Américains, en étant à la fois un peu du côté des Américains et à la fois un peu du côté du tiers-monde, de l'autre côté. Cette position de l'entre-deux, une sorte de conscience morale de l'humanité, parce qu'elle aurait été le monde, eh bien, c'est ce qu'elle a perdu dans les années 2000, l'Europe. Et c'est là où se situe sa crise d'identité. C'est là où elle se situe exactement. L'événement fondateur, important, crucial même, de cette crise d'identité, à mon sens, c'est l'intervention américaine en Irak en mars 2003. C'est pour ça que je parlais de 2003. Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, dans toute son histoire, je veux dire depuis quelle est cette puissance centrale du monde, de l'humanité, pour la première fois, les États-Unis, la première puissance mondiale, interviennent sans demander véritablement leur avis aux Européens. C'est-à-dire, pour la première fois, les Européens n'ont pas à donner leur avis. En gros, ce que disent les Américains, nous y allons de toute façon. Si vous voulez venir, vous pouvez y aller, mais si vous ne voulez pas venir, ce n'est pas très grave. De toute façon, vous nous coûtez cher. Nous, on a nos satellites géostationnaires, on a nos porte-avions. On y arrive aussi bien sans vous. Alors certains iront, d'autres n'iront pas, mais l'important, c'est que l'Europe se rend compte qu'elle n'est plus ce qu'elle était. Et à partir de là, on va avoir le début de cette crise identitaire extrêmement forte. Comme par hasard, 2003, c'est au moment où se montent toutes les associations qui vont commencer à parler d'islamisation, c'est-à-dire la peur d'être grignoté dans son identité. Islamisation, c'est une sorte de processus progressif et irréversible, qui serait irréversible. Vous allez avoir l'Observatoire de l'islamisation, Riposte laïque, j'en passe et des meilleurs. Toutes ces associations, à l'échelle européenne, vont naître dans cette période. Et vous allez avoir, en 2003 aussi, un rapport qui va être demandé par Jean-Pierre Raffarin, qui était à l'époque Premier ministre, à François Baroin, qui est devenu depuis un des hauts responsables de l'UMPA. C'était un rapport sur la laïcité. Et dans ce rapport, vous voyez écrit noir sur blanc ce qui va être le programme de 2003 jusqu'à aujourd'hui des politiques publiques spécifiques en direction de l'islam, qui ne sont rien d'autre que des politiques publiques qui supposent que les musulmans sont en situation d'agression, en situation de guerre, donc une politique de guerre finalement. Et dans ce rapport, vous avez écrit, noir sur blanc, à un moment donné, les droits de l'homme sont en contradiction avec la laïcité. C'est étonnant parce que la laïcité, c'est très exactement le produit des droits de l'homme, de deux droits de l'homme importants, la liberté de conscience et la liberté d'expression de cette conscience, de s'exprimer par exemple par le culte, donc appliquée à la liberté de culte. C'est très exactement ça, la laïcité. Mais à partir de là, François Baroin va dire « Nous avons besoin d'une nouvelle laïcité ». Il va employer cette expression de nouvelle laïcité. C'est important de le comprendre. Et cette nouvelle laïcité, elle programme, en quelque sorte, la guerre contre ce processus qui serait irréversible, ce processus d'islamisation. Alors on peut s'interroger, qu'est-ce que ça veut dire, peut bien vouloir dire, laïcité en contradiction avec les droits de l'homme? Eh bien, ça veut seulement dire que, puisque nous sommes en situation d'urgence, une situation d'urgence réclame des mesures d'urgence, même si elles sont en contradiction avec les droits de l'homme et les libertés publiques. Ce qui est le cas dès 2004, de la loi sur l'interdiction du simple foulard à l'école. Il faut bien réaliser que c'est un programme spécifique qui va se mettre en place et qui ne va plus s'arrêter. Qui ne va plus s'arrêter jusqu'à aujourd'hui où
on prévoit de faire passer, elle est passée déjà au Sénat, mais à l'Assemblée nationale, et c'est le Sénat socialiste, donc on est au-delà des différences partisanes spécifiques droite-gauche, la loi dite anti-nounou, qui est une loi qui prônerait la neutralité dans l'espace privé. Je ne sais pas si vous imaginez l'espace privé des individus, donc c'est plus l'espace public. Ce qui veut dire qu'une nounou, lorsqu'elle garde des enfants, si cette loi passe, devrait retirer tout signe d'islamité, même si ce sont des signes décoratifs chez elle, ce qui est une atteinte directe aux libertés individuelles prônées depuis 1789. Et il y a aussi prévu que dans le règlement intérieur des comités d'entreprise, des entreprises, il pourrait y avoir une mesure précisant que l'on peut mettre à la porte une femme en simple foulard, du seul fait qu'elle porte ce simple foulard musulman, ou qu'on pouvait même refuser de l'engager. On voit bien que nous sommes face à des lois qui sont ce que l'on appelait sous Vichy des lois spéciales, c'est-à-dire des lois qui sont spécifiquement destinées à des individus particuliers qu'on appelle des musulmans. On ne peut pas comprendre non plus ce qui s'est passé, puisque là je parlais plutôt de la gauche, mais ce qui s'est passé à l'UMP, cette fameuse lutte, cette espèce de combat qui apparaît de l'extérieur comme étant un combat de coq entre M. Fillon et M. Copé, si on ne comprend pas ce qui se passe du point de vue de ce mythe de l'islamisation, vous lisez le titre 3, je vous recommande de lire mon livre bien sûr, mais lisez quand même aussi le titre 3 de la charte de la droite forte qui a obtenu le plus de voix au congrès de l'UMP. Et vous verrez que ce titre 3 est entièrement consacré à l'islam. Entièrement consacré à l'islam. Il faudrait faire un certain nombre même de textes multipliant les difficultés administratives pour construire une mosquée. Si c'est une mosquée, et seulement si c'est une mosquée, pas si c'est un temple, pas si c'est une église, pas si c'est autre chose. Ça, ce sont encore des mesures spéciales qui sont en contradiction avec l'idée même de République, avec l'idée même de ce qu'est supposé être la République. Donc je voudrais dire qu'au fond, aujourd'hui, l'Europe est en grand danger, en très grand danger, mais pas à cause des musulmans. Parce que ce que j'ai découvert à ma grande surprise en essayant naïvement de comprendre ce que signifiait ce mythe, sur l'aspect quantitatif par exemple, je me suis rendu compte que la population musulmane ne représentait que 4% des pays de l'Union européenne, en France aux alentours de 6%, et que ce n'était pas prêt de changer, parce qu'il n'y avait pas un déferlement ni de la natalité, ni de l'immigration, contrairement à ce qu'on croit, ni des conversions. Parce que même à l'échelle planétaire, ce qui aujourd'hui est le plus développé du point de vue des conversions, c'est plutôt les mouvements évangéliques, donc des mouvements évangéliques chrétiens. Donc on n'est pas du tout dans cette optique-là. Donc, je voudrais que l'on réalise qu'aujourd'hui, ce nouveau rapport à l'islam est devenu un prétexte à une mise en scène macabre. C'est-à-dire que l'Europe est en train de mettre en scène tragiquement sa propre extinction, sa propre mort, son propre déclin. Et c'est vrai que l'Europe est en déclin. On a eu des débats sur l'identité nationale où il y avait cette espèce de peur du déclin. C'est vrai que l'Europe est la seule partie du monde aujourd'hui qui ne progresse pas du tout du point de vue économique, qui est empêtrée dans des crises économiques. Même l'Afrique, aujourd'hui, est en développement. Vous me direz, elle part de très bas, donc c'est normal qu'elle soit en développement, certes. Mais les États-Unis s'en sortent mieux. Même l'Asie, qui était en crise financière, s'en sort mieux. L'Europe est en véritable déclin. L'Europe n'arrive pas à s'unir. Or, aujourd'hui, elle met en scène, et c'est par là que je vais finir, elle met en scène son propre déclin, sa propre extinction, à travers ce théâtre de l'islamisation, un théâtre dans lequel, il faut que vous le réalisiez, il faudrait que tout le monde le réalise, nous sommes tous emportés de gré ou de force. Ça veut dire que dans ce théâtre, il y a 4 personnages. Il y a le héros qui prétend défendre l'Occident, l'Europe, la civilisation contre cette montée de l'islamisation.
Il y a le peuple trompé. Le héros, il s'exprime au nom du peuple trompé. Puis il y a le traître ou l'idiot utile, moi. Le seul fait de m'intéresser à l'islam et de m'intéresser à cela, obligatoirement, je suis dans le camp de ceux qui trahissent. Et puis enfin, il y a le djihadiste. Et tout musulman devient progressivement dans l'imaginaire un djihadiste potentiel. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que la posture du héros peut conduire à des meurtres en série, comme ceux qu'a produit Anders Breivik en Norvège. Et qu'en réalité, ce mythe de l'islamisation, il potentialise la violence, y compris celle du djihadiste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation réactive, au sens où c'est comme une réaction explosive, dont les musulmans sont devenus les otages, pas seulement à l'échelle française, mais à l'échelle européenne. J'ai pas le temps et... J'ai fait le diagnostic, c'est la seule, je n'ai eu le temps que de faire un début de diagnostic. Je n'ai pas le temps, évidemment, de dire quelles pourraient être les solutions, mais j'imagine qu'on se reverra pour en parler. Je vous remercie. Je vous remercie, Raphaël, pour cette intervention riche. On ne se lasse jamais de vos allocutions. La preuve, le public vous répond.